je vais tuer tout de suite une idée reçue qui est que quand on n'a pas de portefeuille client, on ne peut pas devenir associé. C'est faux. J'entends très souvent des avocats dire « je bosse beaucoup, ça se passe très bien, je pense qu'on va me proposer l'association ». Ça ne viendra presque jamais du cabinet. Le syndrome du vieux collaborateur qui a 17 ans de barreau et qui est toujours collaborateur, c'est terrible parce qu'à un moment donné, le train est passé. Et en réalité, l'association peut ne pas changer grand-chose au quotidien. On a le plaisir de recevoir Marine Kahn, aujourd'hui, qui a été avocate pendant 12 ans en droit des affaires et qui a fondé un cabinet qui s'appelle White Peacock, vous compléterez tout à l'heure, en stratégie pour les cabinets d'avocats. Ça fait à peu près 3 ans, c'est ça? C'est ça. Vous avez démarré. Donc, elle va intervenir aujourd'hui sur son thème favori, qui est le conseil envers les associés. On va voir pourquoi devenir associé, quel type d'associé il existe et comment devenir associé. Voilà, donc, avant de la laisser se présenter et démarrer, je vous rappelle Justifit, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est la première plateforme de mise en relation entre avocats et justiciables. On accompagne les avocats dans le développement de leur clientèle. On fournit également tout un tas d'outils digitaux qui permettent d'améliorer l'efficacité et la productivité, notamment pour améliorer le temps de paiement, le recouvrement, la mise en relation, etc. Des agendas synchronisés. Donc, et également, on anime une communauté d'avocats. Donc, ça fait partie c'est dans le cadre de ces webinars non, c'est avec ces webinars également on anime cette communauté. Donc, voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui et tous les mois sur un thème différent. Marine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je complète. Donc, effectivement, j'ai été avocate d'affaires au barreau de Paris pendant 12 ans. J'étais spécialisée en financement immobilier, très précisément. Et donc, il y a maintenant presque 4 ans, j'ai fondé White Peacock, qui est un cabinet de conseil en stratégie dédié aux avocats et aux cabinets. Et donc, on va voir que ça fait un lien très direct avec le sujet sur lequel j'interviens aujourd'hui. J'accompagne sur 3 segments les avocats, sur l'association, et c'est le sujet du jour, sur la création de cabinet. Voilà, pour tous les confrères qui souhaitent créer leur cabinet, j'accompagne ces confrères-là de A à Z, puisque je pars du principe qu'ils n'ont pas le temps de le faire puisqu'ils traitent leur dossier. J'accompagne aussi sur du développement commercial à titre individuel et collectif. Et enfin, j'accompagne les cabinets en tant que structure sur de la gestion, sur de la réorganisation interne et sur du repositionnement stratégique. Donc, aujourd'hui, on va parler d'association. Je vais tout de suite vous parler de 3 cas que j'ai régulièrement à traiter ou que je rencontre régulièrement. Donc, on a des avocats qui viennent me voir parce qu'ils se posent, dans un premier temps, la question de s'ils veulent vraiment être associés. Est-ce que ce changement de statut est en mesure de répondre à leurs objectifs pro et perso? Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième, c'est un avocat qui sait qu'il veut devenir associé, mais il ne sait pas comment se positionner en interne pour justement mener ce processus d'association jusqu'à son terme. Donc, qu'est-ce que je dois dire? À qui? Quand? Comment je dois le dire? Et puis, le troisième cas de figure, c'est quelqu'un qui sait qu'il veut devenir associé, il s'est positionné en interne, donc il y a eu la petite discussion avec son associé référent, mais en revanche, on lui demande de fournir des éléments qu'il n'a pas l'habitude de fournir, tels que le business plan ou un détail de sa stratégie de développement. Et donc, à ce moment-là, on va travailler sur les chiffres et sur la stratégie commerciale. Donc, voilà un peu les 3 situations. Pardon, excusez-moi. Non, c'est moi qui allais vous couper. Donc, j'en profitais justement de l'annonce de ces 3 points pour vous dire que ce webinaire est interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire. Soit on y répondra tout de suite, soit à la fin du webinaire. Absolument. Avec plaisir, je réponds aux questions au fil de l'eau. Donc, je vais commencer par un constat, ou du moins des tips qui ont vocation à battre un certain nombre d'idées reçues. 2 points. Le premier, c'est qu'en fait, il y a autant d'associés qu'il y a d'avocats. Donc, je pense que, en tout cas, ce que je rencontre souvent, ce sont des avocats seniors, counsel, qui essayent de ressembler à leur associé référent. Donc, vraiment, aucun associé n'a les mêmes caractéristiques et je pense que ça fait du bien de se le dire puisque ça détend dans justement la prise de poste. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, être associé,
Ce n'est pas comme être associé il y a 20 ans. Les choses ont vraiment changé. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à un associé, c'est de réussir à faire rayonner le cabinet à l'extérieur. C'est de réussir à faire travailler ses associés via du cross-selling. C'est de savoir gérer et surtout retenir ses équipes, ce qui est un gros sujet aujourd'hui à cause du turnover des collaborateurs. Et donc, voilà, pour faire court, il s'agit de réussir à enlever une épine du pied au cabinet. Et je pense que si vraiment on arrive à présenter son dossier sous cet angle-là, les cabinets sont aujourd'hui très, très ouverts à accueillir un avocat en tant qu'associé qui, on va le voir, n'a peut-être pas un portefeuille client étoffé. Donc, je vais commencer rapidement par je clique là, pardon. Les enjeux de l'association. Derrière l'association, il y a globalement 3 enjeux. Il y a le développement commercial. Alors, quand je parle de développement commercial, je parle de développement de nouvelles clientèles. La question à se poser quand on est avocat et qu'on s'interroge sur l'association, c'est est-ce que j'aime développer ? Est-ce que j'ai envie de développer ? Et surtout, est-ce que je peux développer ? Parce que l'appétence et la compétence sont 2 choses différentes. Le deuxième point, le deuxième enjeu, c'est un développement de chiffre d'affaires. Là aussi, il faut le distinguer du développement de clientèle en tant que tel, parce qu'on peut développer son chiffre d'affaires sans développer de nouvelles clientèles. C'est par exemple le cas quand on arrive à optimiser sa clientèle existante. On a une augmentation du chiffre d'affaires et pour autant, on n'est pas sur un développement de nouvelles clientèles. Et ça, c'est un canal qui est souvent mis de côté. Et puis, et d'ailleurs, sur le développement du chiffre d'affaires, il y a un levier qu'il faut noter d'ores et déjà, c'est le levier de la sous-traitance et de la co-traitance. Aujourd'hui, le client d'un avocat n'est pas uniquement le client final, ça peut être un confrère. Et ça participe justement de ce développement de chiffre d'affaires entre confrères, qu'on appelle les opportunités de carrière. Devenir associé, c'est une vraie porte à pousser. La première association est painful, elle n'est pas simple à obtenir. Mais après qu'on ait obtenu cette première association, le changement de cabinet en tant qu'associé est bien plus simple. Donc, la première association est très importante. Alors, les 3 étapes clés de la réflexion à la nomination en tant qu'associé. Donc là, ça reprend un peu le plan de ce webinaire. Le premier point, c'est pourquoi devenir associé. Alors, pourquoi je souhaite passer en revue rapidement cet élément-là ? C'est parce qu'il est trop souvent oublié dans la réflexion sur l'association. Je me suis retrouvée à accompagner des avocats seniors au Cancel qu'il fallait que j'accompagne vers l'association. Et en réalité, très tôt, on s'est rendu compte qu'en fait, ils ne voulaient pas être associés. Donc, il faut se poser les vraies questions parce qu'être associé, c'est quand même embrasser de nouvelles responsabilités. Donc, il vaut mieux se poser la question en amont du processus d'association. Sur est-ce que j'ai envie de devenir associé, il y a 2 points à avoir en tête. Le premier, c'est que ça doit venir de soi. J'entends très souvent des avocats dire « je bosse beaucoup, ça se passe très bien, je pense qu'on va me proposer l'association ». Ça ne viendra presque jamais du cabinet. Il faut partir du principe que c'est à soi de se positionner. Le cabinet, c'est rare qui, en dehors de toute demande, formalise cette proposition à l'avocat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je dirais qu'on doit forcément devenir associé. On a l'impression, quand on est avocat senior au Cancel, que c'est la suite logique. Ça ne l'est pas forcément et je pense que c'est important de se le noter. Donc, ambition personnelle, ambition professionnelle, on réfléchit sur ces 2 aspects. Ambition personnelle, il y a 2 choses à avoir en tête. Besoin de reconnaissance et besoin d'équilibre. C'est important de se poser la question de pourquoi on a envie d'être associé et si cela correspond à une reconnaissance dont on a besoin. Donc, effectivement, l'association, c'est une reconnaissance du travail effectué, du niveau de l'avocat, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi dans un autre métier qu'on obtient la reconnaissance de ces 15 années passées en cabinet. Je précise un point sur le sujet de la reconnaissance. C'est que souvent, quand on est dans un très gros cabinet, qu'on est senior au Cancel, qu'on est déjà en front sur les dossiers, qu'on est déjà impliqué dans la facturation, qu'on est autonome sur les dossiers, en réalité, l'association peut ne pas changer grand-chose au quotidien. Donc, il faut l'avoir en tête parce qu'on s'imagine parfois qu'il va y avoir un avant et un après. Non. Et d'ailleurs, je précise que trouver sa place dans un cabinet en tant qu'associé,
dans un cabinet où on a été stagiaire, puis collaborateur, puis counsel, puis associé, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome du stagiaire éternel. C'est qu'on a gravi tous ces échelons, mais malgré tout, on n'arrive pas à avoir une posture d'associé. Le besoin d'équilibre, je pense que c'est un vrai sujet à se poser, parce que quand on s'associe, on s'engage vers le cabinet, va y avoir plus de travail, va y avoir a priori plus de pression, et donc il peut y avoir une rupture de l'équilibre auquel on est habitué, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Ambition professionnelle maintenant, 2 points là-dedans, c'est le positionnement sur le marché, quel positionnement j'ai envie d'avoir sur le marché, et quels sont mes besoins financiers. Sur le positionnement marché, il faut se poser la question de quelle place on va avoir sur le marché. Est-ce que j'ai envie d'être le meilleur? Auquel cas, ça va me donner des pistes sur le type de cabinet que j'ai envie d'intégrer en tant qu'associé, sur le niveau de clientèle que je vais devoir développer. Ou alors, est-ce que j'ai juste envie d'être dans un endroit bien qui respecte mes ambitions personnelles? Donc, vraiment, une question à se poser ici. Sur les besoins financiers, moi, c'est simple. Je demande à chaque fois aux avocats de travailler sur un budget. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ils n'ont pas toujours ça en tête. Ils ne savent pas de quoi ils ont besoin, de combien en plus ils souhaiteraient, enfin combien d'argent en plus ils souhaiteraient obtenir. Et c'est important de se poser la question dans le cadre des négociations, des discussions dans le cadre de l'association. Donc toujours savoir d'où on part pour savoir jusqu'où on veut aller. Donc à titre de conclusion sur cette première partie, l'analyse des ambitions personnelles et professionnelles. Si ça aboutit à « oui, j'en suis sûre, je veux devenir associé », ça va nous donner des pistes sur quel type d'associé je veux être. Et donc, on passe, si vous le voulez bien, à la deuxième partie. Alors, quel type d'associé? Donc déjà, derrière cette question, il y a évidemment la question de l'appétence, mais il y a aussi la question de la compétence. Je pense que les deux doivent absolument être alignés. Je vais tuer tout de suite une idée reçue qui est que quand on n'a pas de portefeuille client, on ne peut pas devenir associé. C'est faux. Il y a 20 ans, c'était vrai. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Et on le retrouve justement dans la distinction entre l'associé développeur et l'associé producteur. Alors, l'associé développeur, c'est simple, c'est un commerçant. C'est un commercial plutôt. Il fait rentrer les dossiers. Il a la relation client. C'est lui qui l'entretient. Il va fidéliser le client existant. Il va aussi rentrer de nouveaux clients. Et c'est souvent à lui qu'incombe d'apporter des dossiers à ses autres associés, lesquels peuvent, le cas échéant, être des associés producteurs. Pour être associé développeur, il faut vraiment avoir une appétence pour le pitch, pour le fait de se vendre, etc. Il ne faut pas que ce soit une posture qui nous soit imposée. C'est l'enfer d'aller à des cocktails ou de faire des présentations quand on n'aime pas ça. Les gens, souvent, qui sont un peu introvertis, ne se sentent pas très à l'aise dans cet exercice. Il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, tout le monde n'aime pas développer. Tout le monde n'a pas d'appétence pour le développement. Tout le monde ne peut pas développer. Ça, c'est une question de compétence. Et je terminerai là-dessus en disant que les associés développeurs, quand même, sont les plus valorisés aujourd'hui puisque derrière le développement, il y a du chiffre d'affaires. Maintenant, s'agissant de l'associé producteur, eh bien, l'associé producteur, il produit. Il n'est pas forcément dans la relation client. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas au client. Évidemment, il produit, donc il a le client au téléphone. Mais ce qu'on lui demande avant tout, c'est de produire. Là encore, il faut que cette personne soit OK avec cette position de production, sinon ça va créer des frustrations et l'association ne peut pas tenir quand il y a des frustrations. Donc, c'est ce statut, d'ailleurs, associé producteur, que parfois l'on nomme associé B dans les gros cabinets. Associé développeur, associé A, associé producteur, associé B. Ça, c'est uniquement dans les gros cabs qu'on emploie ce terme-là. Et donc, c'est ce statut d'associé producteur qui permet parfois d'être nommé associé sans avoir de portefeuille client préconstitué. Est-ce que l'associé est associé au capital? Ah, pas toujours. Pas toujours. Il y a autant d'associations qu'il y a de cabinets. Il y a des cabinets où l'association est en equity et d'autres où ce n'est absolument pas le cas. Donc, vous avez un peu comme les systèmes de rémunération, autant de cas de figure que de cabinets. Donc, d'ailleurs, sur ce point, il faut poser les bonnes questions quand on est en entretien. Il faut s'informer en amont parce que là encore, ça peut changer ou faire changer complètement le projet de l'avocat qui s'imaginait être associé au sein de son cabinet. Donc voilà, et le dernier point sur quel type d'associé j'ai envie d'être, c'est un nouveau levier que je pointe du doigt ici, parce qu'il y a 20 ans, je dirais,
il n'était pas si important. Aujourd'hui, on demande aux associés d'être développeurs et ou producteurs, mais on leur demande plus. On leur demande notamment d'avoir des compétences transverses, que sont notamment la capacité à manager une équipe, la capacité à implanter de l'innovation dans sa pratique, la capacité peut-être à gérer les sujets de comptabilité au cabinet. Et en tant qu'avocat qui souhaite devenir associé, il faut identifier ce genre d'appétence et de compétences-là parce que ça pèse lourd dans un dossier d'association. Voilà. Et tout simplement parce que ça peut enlever une épine du pied du cabinet. Et ça pèse effectivement dans l'accord du cabinet sur un dossier d'association. Donc, pour conclure sur cette partie-là, derrière le type d'associé, il y a effectivement, donc derrière le type d'associé qu'on a envie d'être, il y a effectivement le type de cabinet dans lequel je vais, dans lequel j'ai envie d'aller. Je dirais que gros cabinet, pour redire ce que j'ai dit il y a 2 minutes, vous avez la possibilité de soit choisir d'être associé développeur, soit d'être associé producteur. Bon. En revanche, dans des cabinets de plus petite taille, c'est clairement plus rare d'avoir cette dualité d'associés. Un associé qui est associé dans un cabinet, mettons, de 50 personnes, va devoir produire, va devoir développer, et en tout état de cause, il va devoir développer, et c'est là où l'équipe de collaborateurs va jouer le rôle de producteur. Voilà. Donc derrière le type d'associé, il y a le type de cabinet. Il y a une question pour l'instant ou pas? Non, c'était juste un encouragement à poser des questions justement sur le chat. D'accord, pas de problème. On en arrive, je parle très vite. Non, ça va, c'est très clair. On en arrive à comment devenir associé. Donc là, on rentre effectivement dans le dur, c'est-à-dire concrètement, je fais comment pour devenir associé. Le premier point, c'est d'identifier son timing. Alors évidemment, le premier point, c'est d'identifier le cabinet vers lequel j'ai envie de me diriger. Ça, c'est le lien avec la partie que je viens juste de développer qui consiste à identifier quel type d'associé j'ai envie d'être et donc, de fait, vers quel cabinet j'ai envie de me diriger, sachant que avant d'imaginer un autre cabinet, ce que je fais la plupart du temps avec les avocats avec qui je travaille, c'est d'identifier les opportunités au sein de son cabinet actuel. Il y a beaucoup d'avocats qui sont bien dans leur cabinet, mais qui sentent qu'il n'y a pas d'opportunité d'association. Ils le sentent. Moi, mon travail, c'est de leur faire valider ce point-là pour éviter qu'ils ne partent en se mordant les doigts parce qu'en réalité, ils n'ont pas suffisamment nommé les choses et peut-être ils sont passés à côté d'une belle opportunité. Donc, une fois qu'on a identifié la typologie de cabinet, son cabinet ou un autre cabinet, on va définir son timing. Le timing de l'avocat n'est pas le timing de l'association en interne. C'est 2 timings différents. Ce sont 2 timings différents. Son timing à soi, c'est assez personnel. En gros, il faut répondre à la question, si dans 2 ans, je ne suis pas associé, est-ce que je suis extrêmement frustrée, déçue? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Donc, son timing, c'est compte tenu du fait que j'ai passé 12 ans au sein du cabinet ou 15 ans, je pense qu'une association dans les 2 années pourrait me correspondre, mais j'en ai plein qui me disent si ça dépasse 3, c'est terminé, je pars. Et je veux le savoir tout de suite. Alors justement, j'imagine qu'il n'y a pas de règle pour l'âge, mais est-ce que vous avez des abacs? Est-ce qu'on peut être associé à 30 ans? Est-ce qu'il faut attendre? Alors, il n'y a pas d'âge pour être associé, même si, donc là encore, c'est une idée reçue, il faut avoir au moins 15 ans de barreau pour être associé, etc. Avant, c'était le cas. D'ailleurs, non, c'était peut-être même moins le cas avant. Mais en tout cas, avant, il fallait en tout état de cause être développeur. Je dirais qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que dès qu'on a 8 ans de barre, on a généralement voix au chapitre en termes d'association. Comment? Voilà. C'est une éligibilité qui n'est pas marquée quelque part expressément. Ça ne se retrouve pas dans les documents internes du cabinet. C'est un ressenti. Ça dépend du comportement de l'avocat en interne. Est-ce qu'il s'entend bien avec les associés? Est-ce qu'il est proactif? Est-ce qu'il fait preuve d'initiative? Quel est l'état de ses relations avec ses clients?
Est-ce qu'il est suffisamment autonome? Et j'ai envie de dire, vous pouvez avoir un avocat qui a 12 ans de barreau et qui n'est pas autonome avec les clients, et un autre qui a 8 ans et qui est parfaitement autonome. C'est une question de personne, de compétences aussi, mais aussi surtout de personnes. Donc, il n'y a pas de règle. Maintenant, voilà, à partir de 8 ans, c'est là où généralement je commence à travailler avec eux, sachant qu'un autre point que je mentionne et qui est directement lié à votre question, c'est qu'il faut faire attention à ne pas y aller trop tard. Le syndrome du vieux collaborateur qui a 17 ans de barreau et qui est toujours collaborateur, c'est terrible parce qu'à un moment donné, le train est passé, c'est trop tard. On s'intéresse. Alors, c'est pas qu'il a plus les compétences, mais voilà, il a laissé passer sa chance. Et quand on est collaborateur et qu'on a 17 ans de barreau, ça peut être un choix et c'est très bien. Hein. C'est très bien. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a 15 ans de barreau qu'on doit nécessairement devenir associé. Mais pour ceux qui le souhaitent, il faut pouvoir se positionner dans un bon timing parce qu'après, c'est trop tard. Et se vendre en tant qu'associé quand on est collaborateur et qu'on a 17 ans de barreau, c'est plus compliqué parce que les cabinets auprès desquels on se présente peuvent se poser la question du pourquoi. Avec notre niveau d'expérience, on n'est toujours pas associé. Il y a un côté, voilà, ça peut les déranger. Donc vraiment, il n'y a pas d'âge minimum, mais il y a quand même en pratique une certaine forme d'âge maximum, un train à ne pas laisser passer. Voilà. Est-ce qu'il y a des répartitions au sein du cabinet de nombre d'associés versus le nombre de collaborateurs? Est-ce que vous avez des ABAC, 30% d'associés, 70% de collaborateurs? Ça peut pas être moitié-moitié? Alors, là encore, il n'y a pas de règle. Je dirais qu'il n'y a vraiment pas de règle. Je ne peux même pas dire gros cabinet versus plus petit cabinet. Je connais des cabinets où il n'y a que des associés, 0 collaborateur. D'accord. 0 collaborateur. Donc là, on est en plein dans l'associé qui développe et qui traite. C'est un choix. C'est un positionnement client très fort puisque ça envoie un message très fort au client qui est de dire chez nous, les dossiers, on les rentre et on les traite de bout en bout. Vous n'allez pas vous retrouver sur un dossier avec mon collaborateur junior parce que son taux horaire est bien moindre que le mien. Donc, les tâches à faible valeur ajoutée, je vais lui passer. Donc, il y a des cabinets où il n'y a que des associés. Il y a évidemment des cabinets où il y a une proportion assez équivalente entre le nombre d'associés et le nombre de collaborateurs. Ça va dépendre aussi des règles de gouvernance et notamment des règles de fonctionnement des collaborateurs en interne. Vous allez avoir des cabinets, et ça fait partie des questions qu'un avocat qui postule à l'association dans un nouveau cabinet doit absolument poser, c'est comment se répartissent les collaborateurs. Est-ce qu'on a tous un collaborateur dédié, 2, 3, 4, ou est-ce qu'on se partage les collaborateurs? Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est évidemment qui paye les collaborateurs. Le sujet du paiement du collaborateur, ça va poser un sujet dans le cadre du recrutement. Moi, j'arrive, je suis associée. Les règles dans ce cabinet, c'est qu'il y a 2 collaborateurs pour 3 associés. Ça veut dire qu'on se départage. Si demain, j'ai un développement d'activité assez fort, je vais avoir besoin de collaborateurs pour ma pratique. Mais comme les autres associés doivent participer, doivent financer la rétrocession avec moi, la décision de recrutement va être plus compliquée. Donc voilà. Donc la proportion avocat associé, avocat collaborateur, il y a plein de choses qui se mixent. Hein. Globalement, je dirais que l'idéal, c'est d'avoir un associé, plusieurs collaborateurs dédiés. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a tous connu en tant que collaborateur la difficulté d'être dans une situation où on travaille pour 2-3 associés en même temps, parce que déjà, il y a une charge de travail qui est conséquente. Les calendriers des uns et des autres peuvent parfois se chevaucher. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au sein des associés, les associés ne se parlent pas toujours. Il n'y a pas toujours une communication très fluide. Alors, quand les associés s'entendent bien, pas de problème. Mais dans les gros cabinets où chacun fonctionne en silo, quand un associé confie un dossier à un collaborateur, il ne va pas prendre forcément le soin d'appeler les autres associés avec lesquels le collaborateur travaille pour valider que le collaborateur, aussi senior soit-il, a du temps pour traiter son dossier. Donc, il y a un vrai sujet stratégique pour l'avocat qui veut devenir associé, de voir s'il a des collaborateurs, si ce sont des collaborateurs dédiés, parce que il y a un risque de frustration des collaborateurs dans la
la vie de tous les jours. Et derrière la frustration, la difficulté à gérer différents calendriers, il y a évidemment le problème du turnover. Et le turnover des collaborateurs pour un associé, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que généralement, ça se mélange avec une activité qui est en dents de scie. Donc, si le collaborateur décide de partir, donc dit à l'associé, je pars, j'ai un préavis de 6 mois, et imaginons qu'à ce moment-là, l'activité est en baisse, l'avocat associé ne va pas se mettre en recherche d'un collaborateur tout de suite. Il va se dire, on va attendre que l'activité reprenne. Et puis, au moment où le préavis est terminé, l'activité généralement reprend. Et là, l'associé doit se mettre en recherche d'un recrutement, mais lequel sera conditionné par le préavis du prochain collaborateur. Donc, voilà, il faut savoir jongler entre l'équilibre interne de son équipe en tant qu'associé et ses besoins au regard des variations d'activité en fonction de sa pratique. En fonction des pratiques, il y a des mois où on sait que structurellement, c'est l'enfer. En financement immobilier, octobre, novembre, décembre, c'était terrible. Mai, juin, juillet, c'était terrible. Le reste de l'année, on avait un certain flux de dossiers, mais c'était acceptable. Pareil, pour les fiscalistes, le mois de mai, période de déclaration fiscale, c'est le mois de tous les dangers. Voilà. Ok. On a eu 2 questions, on y répond maintenant? Pas de problème, comme ça après j'enchaîne sur la dernière partie, pas de problème. Ma présence est davantage orientée vers la volonté de comprendre la façon dont je pourrais associer une ou 2 des collaborateurs externes. D'accord, donc là c'est un associé qui parle et qui souhaite associer Oui, j'ai l'impression. 2 collaborateurs externes. Qu'est-ce qu'on entend par externe? Si vous pouvez répondre dans le chat. Parce que donc externe, si c'est recruter 2 collaborateurs de l'extérieur pour ensuite les nommer associés, ouais, c'est quelque chose qui se pratique assez souvent. Si le projet est celui-là, je suppose que les collaborateurs en question ont placé leur souhait de devenir associés dans le cadre des entretiens de recrutement. Et donc là, généralement, ce que je vois, ce sont 2 périodes. Une première période de cancelship. Alors après, on peut tout à fait associer Day One le collaborateur, mais c'est vrai que généralement, les avocats associés ont envie, besoin de voir comment l'avocat travaille et comment il s'entend avec les autres associés, comment il gère la relation client pour ensuite s'associer, parce que selon la forme sociale du cabinet, l'association est plus ou moins engageante. Là encore, vous parliez d'associés en equity. Quand on est associé d'une harpie, par exemple, on arrive en tant qu'associé, on en repart presque aussi simplement qu'on est arrivé. En revanche, quand on est associé d'une SCP, là, il y a toute une procédure de retrait extrêmement chronophage, en tout cas stricte à respecter. Et donc, l'association, c'est une décision qui est beaucoup plus grave, entre guillemets, que dans un cabinet où finalement, si ça ne se passe pas bien, écoutez, on peut se dire au revoir et repartir aussi simplement. Donc, généralement, juste pour reprendre cette question, l'association de collaborateurs, je dirais, quand ce sont des collaborateurs en interne, on ne prend pas trop de risques parce qu'on les connaît. On sait comment ils travaillent. Donc, on a largement eu le temps de les tester. Qu'en revanche, effectivement, des collaborateurs qui viennent de l'extérieur et qui postulent à l'association, eh bien, tant pour ces collaborateurs que pour les associés qui veulent les recruter peut-être en tant qu'associés directement, il y a toujours un risque. Et c'est la raison pour laquelle il y a souvent cette durée, cette période intermédiaire de cancelship qui permet et aux collaborateurs de ne pas frustrer, c'est-à-dire en arrivant avec le même statut avec lequel il est parti du cabinet précédent, on lui donne le statut du cancelship, sachant que le statut du cancelship n'est pas ouvert dans tous les cabinets. Donc là encore, c'est un élément à introduire, à introduire dans sa réflexion. Il y a des cabinets, c'est soit collaborateur, soit associé, c'est tout. Donc voilà, cette durée, cette période intermédiaire, au terme de laquelle, si tout se passe bien, il y a une association avec aussi notamment, à côté de la durée, des objectifs de chiffres à réaliser qui sont des conditions souvent cumulatives à une durée et à une entente correcte pendant la première période intermédiaire. Très bien, merci. La deuxième question, donc, est de savoir s'il y a des outils pour apprendre à devenir développeur.
Ouais. Alors, méthode et outils, ouais. Ma première réponse, c'est on est développeur ou on l'est pas. C'est ma conception du développement. Après, derrière ça, il y a quand même, enfin, je veux dire, ça s'apprend. Et quand je dis ça s'apprend, je parle surtout de la posture. Quand on est collaborateur pendant 15 ans, on peut se trouver dans une situation où, malgré les années de barre que l'on a et le niveau que l'on a, qui est le nôtre, on manque de légitimité. C'est ce que j'appelle la posture. Et à partir du moment où on essaye vraiment, on se rend compte que ça marche. Donc, comment devenir développeur? Premier élément de réponse, il y a une question de tempérament. On aime se vendre, on aime parler aux gens, on n'est pas timide, on aime mettre en avant les compétences des uns et des autres, on s'exprime bien, on tisse du lien facilement. Ça, c'est, je dirais, inné. Après, quand c'est pas inné, il y a des blocages qu'on peut débloquer. Justement au niveau de la posture, de prise de confiance, de légitimité. J'ai beaucoup travaillé avec des avocats qui au début me disent je suis pas capable, et au final ils s'y mettent et en fait ça marche très bien. Donc chemin faisant, ils deviennent des développeurs. Voilà. Donc voilà, pour répondre à la question comment on devient développeur, est-ce qu'il y a des méthodes? Je citerai du coaching par des coachs qui savent très bien rebooster la confiance et la légitimité de l'avocat à titre personnel, je dirais. Et puis effectivement, le développement, j'introduis un élément ici, on le verra tout à l'heure, mais le développement, ce n'est pas uniquement auprès des clients. Le développement, c'est aussi auprès des confrères, parce que les confrères sont d'excellents prescripteurs. Et quand on pense développement commercial, on pense à tort toujours déjeuner, cocktail client. Non, et c'est un peu comme pour devenir associé, il faut vraiment s'ouvrir aux confrères. Le réseau de confrères est un canal très important pour devenir associé et pour développer sa clientèle, puisque ce sont, encore une fois, comme je disais, de formidables prescripteurs. Donc voilà un peu la méthode. Voilà, vous avez le coaching et puis vous avez l'ouverture au réseau de confrères qui marche très bien. Il y a d'autres prescripteurs au-delà des confrères. Bien sûr, mais je dirais que ce sont des prescripteurs extrêmement naturels. Voilà, vous avez un confrère qui est dans une pratique différente de la vôtre. Vous vous entendez bien. D'ailleurs, j'ai toujours dit la meilleure façon de faire du business, c'est de ne pas en faire. Je crois que quand on commence à parler un peu de tout et de rien et qu'on arrive à tisser du lien, c'est là où justement on n'a pas l'impression d'être un vendeur de tapis. Quand on attaque direct sur moi, mes dossiers, est-ce que tu n'as pas un client qui aurait besoin d'eux, on n'est pas à l'aise et voilà, les codes de la profession ne nous permettent pas de nous sentir à l'aise là-dedans. Voilà. Donc, très bien. Merci pour cette réponse. Une autre question que j'avais, c'était la structure de rémunération. Est-ce qu'elle est amenée à changer, j'imagine, plus sur des objectifs, basés sur des objectifs, des objectifs de résultats, de nombre de dossiers? Oui. Ou est-ce qu'elle reste la même? Non. Non. Alors, le système de rémunération, c'est un sujet qui est trop peu discuté par les nouveaux associés. Ils sont tellement pressés et contents d'être sur le partner track qu'ils ne veulent pas trop poser de questions. Et j'entends quasiment quotidiennement des jeunes associés me dire « Franchement, le système de rémunération du cabinet, j'ai pas tout compris. » Donc, pour répondre à votre question, il y a autant de systèmes de rémunération que de cabinets. On connaît le Eat What You Kill et le Lockstep, mais en réalité, il y a un mélange des deux dans absolument tous les cabinets. Ça va dépendre notamment de la place du cross-selling au sein des associés. Donc, en gros, soit vous êtes dans le cabinet, vous développez votre clientèle, vous facturez et vous vous nourrissez sur ce que vous facturez, ça c'est Eat What You Kill pur et simple, avec derrière, je paye mon collaborateur, je paye mes collaborateurs, donc c'est un fonctionnement en silo. Et une fois qu'on a dit ça, il y a énormément de nuances. Il y a d'ailleurs, notamment dans des cabinets qui pratiquent le cross-selling, c'est-à-dire que chacun va être habitué à
faire profiter à ses autres associés de son portefeuille client, à ouvrir son portefeuille client aux autres associés parce que, mettons, je suis en droit social et je suis pas en financement, j'ai un associé en financement, mon client historique m'a toujours fait travailler sur des audits de droit social, je dis n'importe quoi, et à un moment donné, il a effectivement une négociation de contrat de crédit à mener. Je vais évidemment placer mon associé, c'est ça le cross-selling. Là encore, le cross-selling n'est pas rémunéré de la même manière dans tous les cabinets. Donc, sur ce point, je dirais que donc, il y a autant de systèmes de rémunération que de cabinets, et que quand on veut devenir associé, il faut absolument poser les questions de comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une rémunération d'apport d'affaires, je le mets sciemment entre guillemets, entre associés, c'est-à-dire, voilà, si moi j'apporte un dossier à mon confrère en financement, est-ce qu'une partie du chiffre d'affaires qu'il va générer sur son dossier, sur sa partie, va me revenir et va compter dans le nombre de points dans un système de lockstep qui va me permettre, moi, après, de calculer ma rémunération. La rémunération, c'est compliqué et ça s'apprécie au cas par cas. Très bien, merci. On passe à la troisième partie. Très bien. Troisième partie, donc, comment on devient associé. Donc, j'avais commencé tout à l'heure en parlant effectivement de son timing, qui doit être son timing à soi, c'est-à-dire le timing qui nous permet de ne pas arriver au cabinet le matin en étant frustré et en ayant marre d'être là. Je pense que vraiment, c'est très important et c'est un sujet que j'entends hyper souvent. Donc, il faut l'avoir en tête, se poser devant un calendrier et se dire, est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 4 ans, je ne sais pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, c'est se positionner. Voilà, comment faire pour devenir associé? Il y a un moment donné, il faut le dire. Et comme on le dit chez nous, ça va mieux en le disant. Effectivement, on pense souvent que les associés en place savent qu'au regard de notre engagement dans les dossiers, il est évident qu'ils savent qu'on a envie de devenir associé. Mais non, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a un moment donné, il faut le dire. Et la question, c'est quand est-ce qu'on le dit? J'ai envie de dire quand on veut. Là encore, une autre idée reçue, c'est de penser qu'on ne peut se positionner que lors des entretiens annuels. C'est faux. Je pense que quand on a une bonne communication avec son ou ses associés référents, c'est une discussion qu'on peut avoir à tout moment. C'est pas simple. Ça suppose de rentrer dans le bureau en disant il faut qu'on se parle de mon avenir au sein du cabinet. Généralement, quand on pose les choses comme ça, c'est assez clair. Attention quand même à ne pas prendre les associés en place au dépourvu. Voilà. Donc, moi, ce que je conseille la plupart du temps, c'est de mettre les pieds dans le plat, mais sans pour autant exiger une discussion à bâton rompu immédiatement. C'est voilà, j'ai besoin de discuter de mon avenir au sein du cabinet. Je ne te demande pas d'en discuter maintenant, mais est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine pour? Ça permet à l'associé de ne pas être en réaction, de ne pas être surpris et d'envoyer les mauvais messages. Donc voilà, pour répondre au deuxième point, c'est on en parle quand on veut, quand on peut, et pas uniquement lors des entretiens annuels. Le troisième point, pour comment faire devenir associé, c'est de connaître le process interne. Ça, c'est évidemment dans le cas où on envisage de devenir associé au sein de son propre cabinet. C'est aussi le cas dans le cadre, quand on est dans un processus d'association dans un autre cabinet. Mais on va dire, les entretiens ont pour objet la question de l'association du nouveau collaborateur. Donc, c'est moins, il y a moins de process, je dirais. Mais les process internes, il faut les connaître. Quand je parle de process interne, c'est 2 choses. Il y a la date de dépôt des candidatures et il y a la date d'étude des candidatures. Et d'ailleurs, il y en a une troisième, c'est la date de nomination. Donc, la période à laquelle je dois déposer ma candidature, on va revenir sur candidature, ce que ça veut dire. Il y a à quel moment ma candidature va être étudiée. Et enfin, il y a à quel moment sont les nominations. Dans les gros cabinets, c'est extrêmement encadré. Ça va être au mois de juillet, au mois de mai, au mois de mars, pas avant, pas après. Donc, encore une fois, on peut en parler à tout moment, mais il faut connaître le processus interne parce qu'on peut en parler le 1er mai et le processus interne fait que l'étude des candidatures, en tout état de cause, n'a lieu qu'au mois de novembre. Voilà. Donc, là encore, il faut connaître ces processus pour faire le lien avec le timing. Est-ce que le timing qui résulte du processus interne du cabinet, du processus d'association, est en adéquation avec mon timing? Voilà.
Et puis le troisième point, c'est évidemment de passer les entretiens d'association, les entretiens finaux. Alors là encore, il n'y a pas 2 cabinets qui procèdent de la même manière. Les cabinets franco-français, eh bien, ça se passe avec les associés, et d'ailleurs pas toujours tous les associés. Quand on est dans un gros cabinet, il y a un board, il y a un conseil d'administration. Qui est composé de quelques associés. Souvent, ce sont les membres du directoire. Voilà, on appelle ça plutôt un directoire. Mais dans d'autres cabinets, vous allez pouvoir rencontrer tous les cabinets. Dans les cabinets anglo-saxons, alors là, vous allez avoir la chance d'avoir et des entretiens avec les associés parisiens et des entretiens avec les associés à Londres, mettons. Donc, des allers-retours, des use cases aussi. Donc des cas juridiques à présenter devant ces associés, ça existe. Voilà, et donc dans le cadre de ces entretiens, il faut se dire qu'il faut pouvoir se vendre. Il faut se vendre à ce moment-là, mais je dirais qu'il faut aussi que le cabinet se vende. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Moi, j'ai envie de venir, je vous montre à quel point je suis une bonne candidate à l'association, mais je dois oser, moi, comme je le disais tout à l'heure, poser les bonnes questions, parce que s'il faut, je me suis bien vendue, mais je n'ai pas envie d'aller chez eux. Donc, la réciprocité, c'est important de le garder en tête. Et donc, pour être en mesure de se vendre, là encore, il faut travailler la posture et il faut mettre ce que j'appelle ces lunettes d'associé, parce qu'il faut sortir de la posture du collaborateur. Je postule à l'association. Donc, dans les entretiens, je me comporte comme une associée. Et ça, c'est quelque chose souvent qui n'est pas perçu, parce que ça fait 15 ans qu'on est collaborateur et qu'on n'a pas cette hauteur de vue qui nous permet justement de changer de lunettes. Et donc, pour terminer, la deuxième grande partie dans cette partie comment devenir associé, c'est donc remplir les conditions. Là, je fais un focus sur justement le dépôt, la candidature. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on me demande? Là encore, idée reçue que je combats. Il n'y a pas un cabinet qui fait la même chose. Il y a des cabinets qui vont vous demander des BP, d'autres un email dans lequel vous allez juste expliciter votre niveau de chiffre d'affaires que vous générez, votre stratégie de développement, on se parle et c'est terminé. Donc, il y a autant de cabinets que de processus d'association et de contenu du dossier d'association. Sur le BP, juste rapidement, généralement, moi, je le travaille en 4 parties. La première partie, c'est l'état de votre chiffre d'affaires existant. Souvent, je conseille de passer en revue les 2 dernières années, N-1, N-2. Je conseille aussi d'identifier la progression en pourcentage. Je conseille toujours sur cette première partie de disséquer ce chiffre d'affaires existant en fonction des opérations accompagnées, donc des typologies de dossiers et des typologies de clients, pour montrer dans votre portefeuille client qu'est-ce qui est le plus porteur et qu'est-ce qui peut peser le plus dans la balance. Donc ça, c'est la première partie. C'est ce qu'on appelle une lecture dynamique d'un chiffre statique. La deuxième partie, c'est sur le chiffre d'affaires prévisionnel. OK, on m'a parlé dans une première partie du chiffre d'affaires existant, mais l'année prochaine et dans 2 ans, vous pouvez nous proposer quoi? Bon, donc là, il faut le faire, mais on sait bien que ça ne se réalise pas toujours exactement conformément à ce qu'on a écrit, mais ce n'est pas grave, c'est un exercice qu'il faut faire. Et donc, le chiffre d'affaires prévisionnel, il y a 2 parties. Il y a quel prévisionnel avec ma clientèle existante, celle dont j'ai fait état en partie 1, et quel prévisionnel sur une nouvelle clientèle. Donc là, c'est très prospectif, mais voilà, il faut identifier les segments de clientèle qu'on a envie de développer et les montants de chiffre d'affaires que l'on peut envisager en face de ce nouveau segment de clientèle. La troisième partie, l'avant-dernière, c'est le cross-selling. C'est hyper important de montrer qu'on a la possibilité d'apporter du business aux autres associés. C'est très valorisé. Là encore, cross-selling 2 parties. Le cross-selling que j'ai pu réaliser sur N-1, N-2. Donc, je fais l'exercice d'aller identifier les associés avec qui j'ai pu travailler sur ma clientèle existante. Et puis, le cross-selling prévisionnel, où là, ça renvoie au CA prévisionnel, donc les segments de clientèle que j'ai envie de développer. Donc, vraiment, on est dans du prospectif. Et d'imaginer le cross-selling que je vais pouvoir faire, faire en face de ce prévisionnel. Et puis, le dernier point, dans le BP, qui est très important et qui renvoie
à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que pour être associé, OK, il faut pouvoir développer le cas échéant, OK, il faut pouvoir produire, mais aujourd'hui, on demande plus que ça. On demande d'être des marketeurs, on demande d'être des managers. Et donc, dans la dernière partie du BP, souvent, je conseille aux avocats d'établir leur stratégie de développement. Quelle est leur stratégie de communication sur les réseaux? Quels sont les réseaux auxquels ils font partie? Clients, confrères. Voilà, quelles sont les relations presse qu'ils peuvent demander à mettre en place pour accroître leur visibilité sur le marché ainsi que celle du cabinet. Donc, voilà un peu les 4 grandes parties du BP. Et pour terminer cette présentation, et après vous me direz s'il y a des questions, à titre de conclusion, je dirais que avant de partir de son cabinet quand on veut être associé, il faut absolument faire une analyse de faisabilité d'association dans son propre cabinet. Il faut regarder ce qui se pratique habituellement. Est-ce que le cabinet associe en interne ou fait ce qu'on appelle de l'opération, de la croissance externe, c'est-à-dire qu'ils embauchent des équipes entières d'associés et leurs collaborateurs. Il faut regarder l'historique pour identifier si on a des chances. Et il faut le faire rapidement, encore une fois, ne pas attendre trop au risque d'envoyer un mauvais message sur le marché. Deuxième point, privilégier pour devenir associé le réseau des confrères. On se fait recruter dans les salles de closing, dans les réunions sur les dossiers. C'est comme ça que 80% des associations se passent. Je l'ai vu sur le dossier, c'était génial, on va lui demander de venir. Et quand on lui demande de venir, elle me dit qu'elle veut être associée. Eh ben, c'est un élément. Donc, le réseau de confrères, il faut vraiment y penser. Évidemment, ce sont des bons outils pour entretenir ce réseau de confrères. Donc, allez déjeuner avec vos confrères, allez déjeuner avec vos clients, évidemment, mais aussi avec les confrères. Le troisième point, c'est évidemment de comprendre le système de rémunération. Ne passez pas à côté de cette analyse parce que ça peut créer des frustrations. OK, vous avez peut-être réussi à être associé dans ce cabinet, ça vous fait plaisir, mais si derrière, c'est pour que financièrement, ça ne vous serve pas bien, c'est tellement dommage. Donc, posez les questions, n'hésitez pas. Et puis, oui, un dernier point que j'ai noté, c'est dans le cadre de votre développement, toujours dans la perspective de l'association, attention aux quelques clients qui sont en situation de quasi-monopole, c'est-à-dire les quelques clients qui font 80% de votre chiffre d'affaires, parce que s'il y en a un qui part, c'est dramatique. Donc, diversifiez votre portefeuille client. Nécessairement développer le cabinet pour être pertinent dans son rôle. J'imagine que derrière cette question, il y a est-ce que je peux être associé sans participer au développement ou est-ce que je dois avoir développé pour être éligible? Alors, je dirais qu'il y a plein d'associés qui ne participent pas au développement du cabinet. Ça renvoie notamment, mais pas que, aux associés que j'appelle les associés producteurs. Ça renvoie aussi à un tempérament. Il y en a qui se nourrissent, entre guillemets, c'est le même sujet que l'associé producteur, mais qui se nourrissent du cross-selling généré par d'autres associés qui, eux, adorent pitcher, se vendre, etc. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est possible. Après, derrière, est-ce que ça convient au cabinet ? Est-ce que ça convient aux autres associés? C'est ça le vrai sujet. Mais dans l'absolu, oui, bien sûr, c'est possible. Et je dirais que c'est d'autant plus acceptable si l'associé qui ne développe pas occupe, et là je fais un lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, est en charge d'un sujet interne au cabinet. Je donne un exemple. Un associé qui n'est pas développeur, il n'aime pas aller au cocktail, il n'aime pas développer, il n'aime pas pitcher le client, se vendre, etc. Il peut être un formidable manager d'équipe. Et il peut centraliser les demandes des collaborateurs. Et dans ces cas-là, ça fait du sens pour le cabinet. C'est OK. Il y a une sorte d'équilibre qui est obtenu. Je pense que vraiment, l'équilibre, c'est le maître mot. Quand on n'est pas développeur, c'est est-ce que ça convient au cabinet et aux autres associés? Ok, très bien. Il y avait une question sur du wording, du vocabulaire que vous avez utilisé sur le consulship. J'imagine que c'est la possibilité d'annuler le contrat ou la collaboration pendant une période d'essai? Non, le consulship, encore une fois, c'est un statut qui n'existe pas dans les cabinets. Okay. On a dans les cabinets, voilà, on est collaborateur junior, middle, senior. On peut être cancel, c'est la strate du dessus, et après on est associé. Je précise que quand on est cancel, dans certains cabinets,
c'est un SAS préalable à l'association. Dans d'autres cabinets, c'est au contraire un SAS exclusif de l'association. Et encore une fois, ce statut n'existe pas dans tous les cabinets. Donc, encore une fois, il faut poser la question, qu'est-ce que ça veut dire dans le cabinet dans lequel je suis? Qu'est-ce que ça veut dire dans le cabinet pour lequel je postule en tant qu'associé et qui me propose pendant cette période intermédiaire le statut de cancel? Est-ce que c'est un SAS? Est-ce que ça veut dire que je ne serai jamais associé? Il faut poser les questions. Il n'y a pas un cabinet qui fonctionne de la même manière. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a des différences dans l'association dans les cabinets anglo-saxons des cabinets français? Des différences notables? Alors, la différence, elle est liée aux prises de décision qui, généralement, ne sont pas centralisées dans le cabinet anglo-saxon qui est situé en France. Ça va être dans le pays dans lequel le siège est situé. Donc, ce qui change, c'est la longueur du processus d'association. Devenir associé dans un cabinet anglo-saxon, c'est beaucoup plus long que dans un cabinet franco-français, parce que, et on rencontre les associés français, enfin, du cabinet anglo-saxon situé en France, et aussi on rencontre les associés du cabinet anglo-saxon situé dans le pays concerné. Donc, c'est plus long, c'est souvent plus complexe. Il y a souvent des business cases, des use cases, des business cases à réaliser. Il y a des entretiens en anglais, évidemment, même si on a vocation qu'à être associé au sein du cabinet situé en France. Donc, c'est plus long. Et donc, voilà, la grande différence, c'est la longueur du processus. Et c'est effectivement là où se situe la prise de décision. La prise de décision va généralement se situer là où le siège social est situé. Ok, on imagine les anglo-saxons plus libéraux dans l'approche économique du terme. Est-ce qu'ils vont demander plus d'apport d'affaires, est-ce qu'il y a cette culture d'entreprise qui va changer? Alors, je dirais, de mon point de vue, il y a souvent beaucoup de cross-selling dans les cabinets anglo-saxons. Beaucoup de cross-selling. C'est vraiment l'esprit de la firme. C'est une mindset, c'est un mindset particulier. On est associés ensemble, on s'apporte du business, on s'échange les dossiers. J'ai quand même l'impression qu'il y a plus de mindset de cross-selling dans les cabinets anglo-saxons. Ça ne veut pas dire que dans les cabinets français, il n'y en a pas. Mais il y a peut-être, une appétence plus forte pour le cross-selling dans les cabinets anglo-saxons. En France, ça fonctionne peut-être un peu plus en silo et encore pas dans tous les cabinets français. Ok. Peut-être une dernière question, il nous reste 5 minutes. Pour ceux qui n'ont pas voulu être associés ou qui ont passé le coche, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est 15 ans, 20 ans, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il y a uniquement cette progression hiérarchique ou est-ce qu'il y a des domaines que ces personnes peuvent développer pour progresser encore? Alors, je dirais dans l'absolu, il est toujours possible de développer une nouvelle expertise pour avoir une nouvelle valeur ajoutée à proposer. Mais on sait tous que développer une nouvelle expertise, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long. Donc, passer du droit social au financement immobilier, vous voyez, le grand écart est énorme. Donc, oui, c'est possible, mais rares sont les personnes qui s'engagent dans cette voie. Les alternatives, déjà, la première alternative, c'est l'entreprise qui est friande quand même des avocats dans les directions juridiques. Je crois qu'il y a vraiment une place pour l'avocat, même si le statut d'avocat en entreprise n'a pas été retenu, en tout cas aujourd'hui, les avocats se reclassent entre guillemets très bien en entreprise. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y a des cabinets, notamment souvent anglo-saxons, qui ont toute une strate de statut additionnel, autre que collaborateur senior, counsel associé. Il y a des off counsel, il y a des senior counsel. Il y a tout un tas de statuts qui permettent à des avocats qui ne veulent pas être associés, parce que, mettons, ils ne veulent pas développer et que peut-être dans leur cabinet, il faut être associé développeur parce qu'on ne peut pas être associé producteur, c'est une possibilité. Eh bien, ce genre de statut intermédiaire ou ces statuts différents leur sont proposés. Encore une fois, je suis convaincue qu'on n'est pas tous obligés de devenir associés lorsqu'on a 10, 15 ans, 20 ans de barreau. On peut l'être, il faut le faire, faut se positionner à temps, mais ce n'est pas une fin en soi, il faut questionner vraiment cet objectif pour le mener à bien.
D'accord. Petite entreprise, grand cabinet, petit cabinet, est-ce qu'il y a si on veut être associé, est-ce qu'il y a en fonction des profils? Oui, je dirais que petit cabinet, si on veut être associé, faut être développeur. Gros D'accord. cabinet, si on veut être associé, parfois faut être développeur, mais parfois on peut aussi être que producteur, associé A, B, comme je disais tout à l'heure. Ok. Donc voilà, le type de cabinet, la taille du cabinet donne beaucoup d'infos quant au type d'associé qu'on peut, quant au poste d'associé, à la typologie d'associé qu'on peut incarner dans le cabinet. C'est vraiment une réflexion à plusieurs entrées. Très bien, ce sera le mot de la fin. Et effectivement, c'est ce qu'on retient. Il y a beaucoup de paramètres. C'est très varié d'un cabinet à l'autre. Oui. Bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. On va vous envoyer le replay de ce webinaire à tous les participants d'ici quelques jours. Et puis, n'hésitez pas à laisser une note sur le webinaire. Et puis aussi à nous faire part des sujets que vous voulez qu'on traite pour les prochains webinaires. S'il y a des sujets qui vous intéressent, voilà, plus il y aura de réponses sur un sujet, plus on s'attellera à le préparer. Merci beaucoup, Marine. Merci à vous. Passez une bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.